Depuis toujours, le sport est une passion commune à tous les hommes, et on retrouve des traces de compétitions sportives datant d'avant l'an 0 du calendrier grégorien. Depuis maintenant plusieurs décennies, l'entraînement simple des athlètes de très haut niveau ne suffit plus pour se différencier des autres, et c'est là que la science entre en jeu. Grâce à la physique-chimie, l'étude du vivant et la technologie, on étudie et comprend mieux le vivant, dans le but d'améliorer les capacités sportives de chacun. Bien avant de songer à faire un effort, il faut se concentrer sur son alimentation, qui n'est pas la même selon le mode de vie et l'objectif à atteindre. Un sportif visant l'hypertrophie musculaire va favoriser l'apport en protéines, puisque les protéines apportent les acides aminés permettant la synthèse de nouvelles protéines, nécessaires à la création d'actine et de myosine, les composants principaux des myofibrilles, plus communément appelés fibres musculaires. Au contraire, une personne visant un objectif d'endurance va favoriser l'apport en sucre, mais seulement les sucres complexes ou sucres lents. On a toujours entendu parler des sucres rapides et lents, sans vraiment connaître ce qui les définissait. Ils font partie de la famille des glucides, source d'énergie principale du corps. Le glucose, le fructose ou encore le saccharose sont des sucres simples et augmentent très rapidement l'indice glycémique puisqu'ils sont assimilés très rapidement par le corps. Les sucres lents, très présents dans les féculents, sont des chaînes de sucres rapides qui seront transformés en glucides après absorption, mais plus lentement, permettant une diffusion plus longue. Un coureur de marathon va donc favoriser les sucres complexes, mieux stockés et redistribués dans le temps pour avoir l'énergie nécessaire à son défi sportif. Les glucides apportés dans l'organisme sont stockés sous forme de glycogène, qu'ils soient musculaires ou hépatiques, avant d'être consommés durant l'exercice. Il faut donc avoir de bonnes réserves en sucre avant un effort, plus particulièrement sur la durée. Les autres réserves de graisse qui interviennent moins dans le sport sont les adipocytes, des cellules dont le seul rôle est bien le stockage, sur le long terme voire très long terme, de la graisse. Mais bien que l'alimentation soit une composante importante de la mise en condition sportive, l'échauffement l'est tout autant, malgré qu'il soit bien souvent oublié par les sportifs amateurs. Comme son nom l'indique, le but de l'échauffement est bien d'augmenter la chaleur corporelle, surtout celle des muscles. Même si l'on produit beaucoup de chaleur pendant un effort sportif, il sera dangereux de se donner à son maximum avant d'avoir atteint une température idéale proche des 38 ou 39 degrés Celsius, la température du corps au repos étant de 37 degrés. L'échauffement idéal est d'abord constitué d'une partie générale qui consiste à courir à une allure de footing pendant quelques minutes, puis la poursuite de ce dernier de manière localisée sur les muscles qui s'apprêtent à intervenir. Il faut aussi faire fonctionner ces articulations de manière répétée, car comme toute pièce mécanique, les os subissent des frictions qui les abîment et qui réduisent la mobilité. En effectuant des mouvements au niveau de chaque articulation, on remue le liquide synovial qui sert de lubrifiant à tout notre corps, afin de le rendre moins visqueux et ainsi réduire les frictions dangereuses. Le système nerveux profite aussi de cet échauffement puisqu'il fonctionne de manière plus efficace, on devient ainsi donc plus coordonné. On peut aussi se servir de massage pour se préparer à un entraînement qui favorise la circulation sanguine et provoque une augmentation localisée de la température, par exemple avec des rouleaux et des balles de massage. L'hypobarie, pression trop basse en montagne, a pour effet de soumettre les cellules à une hypoxie modérée et le corps, pour s'y accommoder, va produire de l'OPO responsable de la synthèse des globules rouges. On parle d'une augmentation d'1% d'hémoglobine pour une semaine d'entraînement, mais aussi d'une augmentation de la VO2 max et du temps avant épuisement. 1% peut paraître peu, mais cette augmentation peut durer entre 12 et 13 semaines et permet une grande amélioration des capacités sportives. Tous les mouvements de notre corps sont provoqués par les muscles sous l'impulsion du système nerveux. Ce n'est pas nouveau, mais pour comprendre comment entraîner ces muscles, la science a dû se pencher sur le fonctionnement des muscles et leur structure. On dit d'un muscle qu'il se contracte quand il se raccourcit et s'épaissit, et quand il fait l'inverse, il s'étire. La contraction est rendue possible grâce aux fibres musculaires qui vont toutes dans le même sens sur le muscle. Elles sont composées de myofibrilles dont le constituant principal est le sarcomère. Dans ce dernier se situent les filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine. Lorsque le calcium entre dans la cellule musculaire, la tête des filaments de myosine vont se fixer sur les filaments d'actine et les rapprocher entre eux, raccourcissant les fibres musculaires, provoquant la contraction. La myosine ne se fixe pas réellement à l'actine, mais plutôt à la tropomyosine, elle-même située sur le brin d'actine grâce à la troponine, responsable de l'absorption du calcium. Lorsque des cellules musculaires meurent, comme lors d'un infarctus du myocarde, la troponine est absorbée dans le sang. C'est donc un bon indice des risques d'infarctus lors d'une analyse sanguine. Toutes ces contractions musculaires demandent néanmoins un apport en énergie fourni par le sucre. Lors de la respiration cellulaire, la cellule effectue deux actions. La première est la glycolyse, qui est l'assimilation du glucose pour sa transformation en acide pyruvique. Ce phénomène se produit de manière anaérobie. Puis vient la partie mitochondriale, c'est à ce moment que le dioxygène est réduit en eau à l'aide de l'acide pyruvique et d'autres composés entrant dans la mitochondrie.
Ce deuxième processus nécessite une oxygénation conséquente de la cellule, mais si les tissus sont en hypoxie, comme lors de la contraction intense et successive, la voie anaérobique est empruntée et l'acide pyruvique est réduit en acide lactique pour permettre la respiration cellulaire. Il est ensuite hydrolysé en lactate puis évacué vers le sang. Mais si la circulation sanguine est insuffisante, l'acide lactique s'accumule et irrite les terminaisons nerveuses, créant la sensation de brûlure. Une autre cause de l'hypoxie musculaire, bien moins dangereuse, est la synthèse d'EPO. L'érythropoïétine est une hormone synthétisée par les reins. Elle permet et stimule l'érythropoïèse, un mécanisme qui a lieu dans la moelle osseuse qui engendre la production de globules rouges pour améliorer le transport d'oxygène vers les tissus qui en manquent. Chez certains patients atteints d'anémie ou d'insuffisance rénale, la production d'EPO endogène est limitée. Le volume de globules rouges dans le plasma se trouve réduit. Mais depuis 1977, on produit industriellement l'EPO recombinante humaine, qui permet aux malades de pratiquer des activités sportives dans des conditions optimales. Les crampes sont aussi un mal bien connu des sportifs. Elles surviennent plus fréquemment quand les muscles sont raccourcis, donc contractés. On remarque aussi que les crampes sont plus courantes au niveau des muscles polyarticulaires. On associe souvent ces crampes à une déshydratation. Néanmoins, des chercheurs américains ont démontré que même après une forte déshydratation, à peu près 3% du poids corporel perdu, le seuil de contraction des muscles reste inchangé. Ce n'est donc pas la cause des crampes. Le système nerveux semble être responsable, en imaginant qu'au-dessus d'une certaine fatigue, l'influx nerveux circulait temporairement en boucle, causant des contractions musculaires incessantes. La sollicitation constante d'un groupe musculaire semble accentuer les crampes. Par exemple, une femme enceinte a souvent des crampes dans les muscles de la face postérieure. Des polyneuropathies, comme le diabète, semblent produire des crampes plus longues et intenses. Dans une étude récente, sur un échantillon de 225 participants, 63% avaient des crampes régulières. On ne connaît aujourd'hui pas de vrai remède aux crampes si ce n'est l'étirement qui réduit le risque et apaise la douleur. Lors d'un effort intensif, le corps est blessé et affaibli, les muscles ont subi des micro-lésions, le système nerveux est épuisé, le corps n'est plus en état d'équilibre, il est en mode survie. Après l'effort vient la récupération qui permet au corps de se régénérer et revenir à un état stable. L'organisme réalise des modifications morphologiques et biochimiques dans le but d'améliorer les capacités du corps en prévision d'un nouvel effort. On comprend donc le rôle primordial de la récupération dans tous les sports. On arrive à discerner 4 phases de récupération. La récupération immédiate, entre 2 contractions, c'est la période où l'ATP est recréé dans les muscles pour permettre les contractions suivantes et que les sous-produits comme l'acide pyruvique sont transformés. La récupération à court terme, qu'on définit comme la période entre 2 efforts rapprochés, comme les 10 minutes entre 2 500 mètres à l'épreuve du bac. La récupération intermédiaire qui s'étend de 1 à 24 heures après l'effort en fonction des personnes et de l'intensité de l'activité. Et enfin, on a la récupération dite de l'entraînement. Après une séance longue, elle sert à régénérer tout le corps ainsi qu'à reconstruire les fibres musculaires endommagées. Un mal bien connu des sportifs sont les courbatures, qu'on connaît en anglais sous le nom de DOMS, signifiant littéralement douleurs musculaires retardées, ont pendant longtemps été des douleurs qu'on ne savait pas empêcher. Néanmoins, grâce à la science, on sait à quoi elles sont dues et même comment les réduire. Elles surviennent généralement le lendemain de l'effort, puisque c'est la réparation des muscles qui en est la cause, et notamment à cause des enzymes réparatrices libérées dans le sarcoplasme et des molécules inflammatoires libérées par les cellules immunitaires servant à se débarrasser des tissus nécrosés. Malgré les douleurs, les courbatures sont bien souvent signes d'une bonne récupération, et donc d'une amélioration des capacités sportives. Malheureusement, de nombreuses études se contredisent et aucune ne semble donner une solution contre les courbatures. Seuls les massages sont recommandés car ils contribuent à la production de mitochondries et donc à une récupération plus efficace. Et l'acide lactique dans tout ça ? Eh bien, il n'est pas du tout lié, puisque même s'il est accumulé dans une grande quantité pendant l'effort, il a été prouvé qu'il est éliminé au maximum 2 heures après la séance, alors que les courbatures arrivent généralement 12 heures plus tard. Une autre technologie qui s'est récemment démocratisée et qui est plébiscitée par de nombreux sportifs est la cryothérapie. On la voit le plus souvent utilisée en cabine sur le corps entier à une température environnant les moins 100 degrés, mais la simple application d'une poche de glace y apparente. Le froid sec et intense va diminuer la température cutanée et par des modifications physiologiques soulager les douleurs telles que les tendinites, entorses et lésions musculaires. Lorsque notre peau refroidit, tous nos vaisseaux sanguins subissent une vasoconstriction, ils diminuent en diamètre pour s'écarter de la surface de la peau et donc conserver le sang à la température optimale de 37 degrés.
En réduisant le diamètre des vaisseaux sanguins volontairement, on augmente la pression sanguine et donc la circulation sanguine. Toutefois, la cryothérapie n'est pas sans risque. Suite à la vasoconstriction, le cœur ralentit, une condition problématique voire dangereuse chez tous les insuffisants cardiaques, épileptiques, personnes ayant été sujettes à un infarctus récent ou à une autre maladie cardiaque. Une autre technique controversée, non pas pour sa difficulté d'accès, mais plutôt à cause du manque d'études et de preuves de sa vraie utilité, est l'électrostimulation. Auparavant vendu comme un appareil visant à créer du muscle, il sert maintenant à améliorer la récupération. On dit des électrodes qu'elles permettent une contraction localisée et donc d'éliminer efficacement les toxines emmagasinées pendant l'effort de manière anaérobie. À cause du manque de preuves d'efficacité de l'électrostimulation, on ne peut pas recommander cette méthode, encore légèrement onéreuse. Pour conclure, on retiendra que les différentes avancées des derniers siècles nous ont permis de comprendre le fonctionnement du corps humain de manière plus poussée. On sait comment sont absorbés, utilisés ou stockés les différents nutriments et à quelle vitesse. On a créé des unités telles la kilocalorie qui nous permet de mieux lier les différents mécanismes du corps humain. On connaît depuis quelques années l'utilité de chaussures adaptées au sport et au corps de chacun, mais aussi comment s'échauffer et s'entraîner de manière plus efficace et moins destructive. On sait quels nutriments permettent la meilleure efficacité sur le long terme comme sur l'instant. Grâce à des avancées technologiques comme les rayons X ou les IRM, on voit les connexions entre les muscles et les os et on comprend le mécanisme d'hypertrophie musculaire. Avec l'observation microscopique, on observe les fibres musculaires qui révèlent différentes cellules avec des aptitudes de contraction différentes. Grâce à la radiographie, on marque des molécules comme l'ADP et on cible les lieux de production de cette molécule, source d'énergie de toute contraction. On a su mettre des mots sur les maux des sportifs comme les crampes et les courbatures. Enfin, c'est lors de la récupération que les prouesses de la technologie sont le mieux exprimées. Plusieurs méthodes sont utilisées pour le bien des sportifs, mais certaines sont réputées pour avoir une vraie utilité. Ces méthodes vont de la stimulation électrique au massage musculaire en passant par les réactions naturelles du corps face au front intense. Même si toutes les avancées citées précédemment ont permis des exploits sportifs et plus généralement des exploits en tant que société, les débordements sont faciles dans les milieux où la compétition est rude. Même si de nombreux laboratoires créent de simples compléments alimentaires, comme les protéines ou les boissons riches en sucres et minéraux, à des échelles plus compétitives, les molécules dopantes et dangereuses sont aussi largement utilisées. Les substances dopantes, anabolisantes, sont utilisées dans de nombreux sports. On retient notamment l'EPO de synthèse, une hormone très largement utilisée dans le cyclisme pour booster les capacités sportives. On comprend donc que même si la science peut être bénéfique dans tous les domaines, il ne faut pas en abuser sous risque de souffrir de problèmes de santé multiples.